Bonjour et bienvenue sur l'épisode 8 de So In So What, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Farid Kider. Bonjour. Bonjour Farid. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté, Soso. Ça fait plaisir. Je suis ravie de te recevoir. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Alors, comme tu le sais, le parti pris du podcast, c'est toujours commencer par une citation célèbre. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'illustrer à travers une citation d'Hemingway. Ah, j'aime beaucoup Hemingway. La vie brise tout le monde. Et ensuite, quelques-uns deviennent plus forts aux endroits où ils ont été brisés. C'est tellement vrai. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Ça te parle ? Tu sais, comme disait Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort. On n'est pas loin. Et c'est vrai que, tu sais, c'est comme quand on dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand on fait une fois l'erreur, ça peut arriver. Quand on l'a fait 2 fois, c'est qu'on est con. On n'est pas loin. C'était pour résumer un petit peu le Hemingway. Et c'est vrai que, de toute façon, c'est comme dans tout. Les échecs, quand on les a fait une fois, moi, je le prends en tant que compétiteur. Je me dis, quand on a une défaite dans la vie, que ce soit un combat ou peu importe, on essaye de ne pas faire la même erreur et d'être plus fort quand l'épreuve arrive. Voilà. Derrière le champion, est-ce que tu peux te raconter ? Alors, je pense que s'il fallait raconter mon histoire, je crois que tu le ferais mieux que moi. Parce que je suis un peu trop pudique et j'ai du mal à parler de moi. C'est toujours plus facile de parler des autres, de leurs histoires, de leur parcours, surtout quand on les connaît, et de les mettre en avant que de se mettre en avant et te dire... Mais toi, comment tu te définirais en tant qu'homme ? Au niveau de tes valeurs, au niveau de tes principes, ce qui te drive au quotidien, dans tes choix personnels et professionnels ? Moi, je suis un boxeur au grand cœur. J'ai plein de valeurs. Je suis très fidèle en amitié. C'est-à-dire quand j'aime quelqu'un, c'est à la vie et à la mort. Et sauf quand il y a une trahison, bien sûr. Oui. Ça, on connaît, hein, c'est comme tout le monde. Comme on dit, ça saute comme un popcorn. Et sinon, voilà, on essaie d'être le plus vrai possible. Et comme je disais, je suis quelqu'un au grand cœur, ça veut dire que j'aime rendre service. Et d'ailleurs, ça m'a perdu dans ma vie. Le fait de toute cette générosité. Parfois, ça s'est retourné contre toi ? Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Et d'être trop bon, de trop vouloir rendre service à tout le monde. Tu t'es perdu, parfois ? Et c'est pas toujours c'est pas toujours une bonne chose. Mais bon, voilà, ça sert de leçon. Et aujourd'hui, je suis un petit peu plus prudent. Mais est-ce que tu crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut changer foncièrement ? Alors, il y a des natures qu'on ne peut pas changer. Et c'est vrai que tu as raison. Même si, au fond, on sait que c'est un mauvais biais et qu'on est conscient de ça, est-ce qu'on n'a pas tendance quand même à reproduire ? Le problème, c'est que souvent, on essaie de rendre service. On est sollicité pour aider certaines personnes sur plein de choses par rapport au réseau qu'on a, par rapport à nos contacts, nos connaissances. On essaie de rendre service à plein de gens et parfois on se dit on ne peut pas aider tout le monde, mais il y a toujours le côté humain qui nous rattrape, qui se dit non, je suis obligé de l'aider. Et au détriment de plein de choses, des fois, c'est comme ça. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au podcast ? Déjà ton invitation. J'ai eu du mal à la refuser. Moi, c'est vrai qu'on ne refuse rien. Ok, on refuse rien, t'as insisté un petit peu. Oui, non. Mais je suis du genre persévérante. Hein. Ouais, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai bien aimé il y en a une ou deux que tu as fait avant qui étaient pas mal, qui étaient assez pertinentes. D'accord. Donc ça t'a plu, je me suis dit, je me suis dit, pourquoi pas, jouons le jeu. D'accord. Écoute, ça me fait plaisir. Et est-ce que pour les personnes qui vont regarder ce podcast ou écouter ce podcast, s'ils devaient retenir une chose de toi, ça serait quoi ? Je pense qu'on est au début de l'interview, donc à mon avis, s'ils vont retenir une chose, c'est que dans la vie, il faut persévérer, il ne faut rien lâcher pour obtenir ce qu'on veut. Et je pense que tu es bien passé pour le dire, pour l'expliquer. Je suis tout à fait d'accord. Et la vie, persévérance. La persévérance. Et la vie, c'est un long combat.
On se bagarre tous les jours. Et en fait, je ne vais pas faire le philosophe, hein, mais quand on veut, on peut. Donc toi, tu es pertinemment... en fait, comment dire, tu es conscient que la volonté et aussi, je pense, la conscience de sa propre valeur, ça aide à atteindre ses objectifs et à persévérer. C'est ça. En fait, dans la vie, il faut se donner des objectifs et en fait, il faut jamais être pessimiste. Même si c'est facile à dire, se dire « Oh non, il ne faut pas être pessimiste, il faut avancer. » Bien sûr qu'on avance. Rien, tant qu'on est vivant, tant qu'on respire, tant qu'on a la force, tant qu'on a le courage, tant qu'on a la volonté, tant qu'on a le mental, on y va. C'est comme tout. Moi, je ne suis pas arrivé champion comme ça en claquant des doigts. Bien sûr, on fait des sacrifices dans la vie, on a des défaites, mais les défaites rendent plus fort. Parce que c'est grâce aux défaites, on va dire, qu'on gagne d'autres combats, d'autres championnats dans la vie. C'est ça comme t'apprend des choses, oui. Bien sûr. Le mental, c'est là où tu apprends le plus, en vrai. Je pense que j'ai un mental que très peu ont. Et je pense que j'ai appris ça de la boxe. Hein. C'est vrai que j'ai vécu des injustices dans la boxe, même dans la vie. Mm-hmm. Et on s'y remet, c'est comme tout. On se remet de tout dans la vie. Des mauvaises choses, des belles choses. C'est comme ça. Pour comprendre l'âme, il faut revenir aux origines. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton histoire personnelle, là où tu as grandi, l'origine en fait? Toi, tu es né à Paris dans le 13e? Je suis né à Paris 13e, c'est vrai. Quartier chinois. Déjà prédestiné au sport de combat. Et après, mes parents sont venus à Orly. D'accord. À côté de l'aéroport, c'était plus rapide pour aller en Directement Algérie. en Algérie, c'est ça? Terminal 3, c'est ça? C'est ça, Terminal 3, direction Alger-la-Blanche. Et voilà, j'ai grandi là-bas, mon enfance, dans les quartiers d'Orly, où ça s'est toujours bien passé. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Orly, collège là-bas, lycée à côté. Et après, je suis parti en équipe de France, à l'INSEP. Je ne sais plus en quelle année, mais voilà, je suis rentré à l'INSEP en équipe de France. Et puis voilà, j'ai fait tout mon parcours sportif en boxe française là-bas. D'accord. Toutes tes classes. C'est à partir de quel âge, ça? Je crois qu'il n'y a pas d'âge. D'accord. C'est des tests, des sélections que tu fais. Quand tu es pris, tu rentres en équipe de France et après tu fais toute ta carrière sportive. Je fais sport-études, quoi. Et puis j'ai passé mes diplômes. Voilà, brevet d'état, premier, deuxième degré, licence TAPS, etc. Et puis on a continué le parcours comme ça. D'accord. Et après, je suis resté 2 ans à Toulouse. Ah, ok, la Ville Rose. La Ville Rose. D'accord. Pour mon brevet d'état deuxième degré. Et après, je suis revenu à Paris et puis j'ai continué mon parcours. Bon, après, en 99, je crois, je suis rentré en boxe thaï. Mm-hmm. Et voilà, c'est un nouveau sport que j'ai découvert. Bon, après que j'ai découvert un nouveau sport. À partir du moment où on fait un sport pied-point, surtout en boxe française, où j'ai commencé, d'ailleurs, où j'ai fait mes débuts, c'est toujours plus facile après d'évoluer dans d'autres disciplines, notamment le kickboxing, le full contact. Et après, voilà, j'ai découvert un peu tous les autres pieds-points. C'est des défis que je me lance à chaque fois. Parce qu'une fois tu te challenges. Voilà, je me challenge. J'étais champion de France, champion d'Europe, champion du monde plusieurs fois en boxe française. D'accord. Et après, quand on a fait le tour, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, justement, on va en parler de ça, de cette polyvalence et de cette ouverture que tu as développée au fur et à mesure de ton évolution. Et par rapport à cette trajectoire, c'est quoi les souvenirs marquants que tu gardes de cette enfance, de cette construction sportive au sein d'une institution comme l'INSEP? En fait, tout ce qu'on nous inculque, quoi, les valeurs, le sport, les sacrifices, tout ça, c'est des choses que tu apprends qu'en fait, quand tu es sportif. Parce que quand tu te lèves le matin, tu sais, on a un rythme, on a une hygiène de vie. On se dit, après, quand on arrive à haut niveau, hein, pas quand on fait du loisir, mais à haut niveau, on se dit, c'est un travail. On fait 5-6 heures de sport par jour. Donc le matin, on va courir. L'après-midi, on travaille sur du renforcement musculaire. Le soir, c'est du spécifique, mise de gants, leçons, PAO, etc. Donc, c'est un vrai travail. Et on se prend quelques heures de récupération parce que le corps, à chaque il faut se reposer. session. Voilà. Et ça, il y a une vraie rigueur. Donc, pour être numéro 1, il faut en faire plus que les autres. C'est comme ça, il n'y a pas de secret.
pour être meilleur, il faut en faire plus. C'est un peu comme les footballeurs. On regarde, c'était pas des littéraires, les footballeurs. Mais ils passaient leur journée à jouer au football. C'est dans la répétition, la répétition que tu maîtrises. etc. La mise de gants. Moi, j'étais un jeune turbulent à l'école. J'étais TDDH, là, la nouvelle truc à la mode en ce moment. Certainement, mais à l'époque, ça n'existait pas. Ouais, c'est ça. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, j'étais quelqu'un qui bougeait tout le jour. Je me levais en pleine classe, j'allais aux toilettes sans demander. Hyperactif. Un hyperactif, exactement. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, voilà, ça m'a recadré, ça a permis d'évoluer différemment, quoi. Est-ce que tu penses que la boxe, ça t'a permis de ne pas mal tourner? Alors, la boxe, je parle pour moi, ça m'a permis effectivement de pas mal tourner, parce que, dans tous les sens, hein, parce que je me disais, comme je boxais régulièrement, je voyais tous mes potes sortir les week-ends, les vendredis, les samedis, aller en discothèque. Et moi, j'avais un combat le lendemain, donc c'était compliqué. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de sortir le vendredi, faire la fête avec les copains. T'as essayé d'avoir une jeunesse aussi, quoi. Ouais, je l'ai eu, hein, mais c'était difficilement compatible avec des échéances de combat. Tu peux pas, parce que, en fait, on a besoin de se reposer, on a besoin de dormir, on a besoin d'arriver frais le jour de la compétition. Et puis, on peut dire ce qu'on veut. Ça fume en soirée aussi, hein. À l'époque, ouais, ça fumait dans la boîte, ça buvait. Bon, même si je buvais pas, mais bon, quand même. Mais il y a le facteur de la fatigue, il y a tout ce parce qu'on est des fumeurs passifs. À l'époque, ça fumait dans les boîtes, donc c'était un nuage affreux. Et on n'a pas, il faut ce cadre. Si on ne l'a pas, on peut pas être numéro 1. C'est impossible. Et les sacrifices, ils étaient là. Ça veut dire que j'étais là dans ma chambre. T'as renoncé à des soirées avec des amis, des sorties. Il est 2h du matin, t'es pas couché, t'es là, tu tournes en rond, tu tournes dans le lit. Tu cogites pour le combat du lendemain. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est le stress qui fait partie de... c'est inhérent à la compétition. Voilà, c'est le charme de la veille de la compétition. Mais tu dors pas la veille. Compliqué. Tu dors moins bien que quand t'as pas de stress dans la tête. C'est ça. Et comment la boxe est devenue ton chemin? Tu as su que c'était pour toi? Alors, j'ai commencé la boxe très jeune, je crois, 12-13 ans. D'accord. Donc, je croyais que j'étais un génie. C'est vrai? J'étais doué parce que j'étais bagarreur quand j'étais gamin. J'aimais la castagne, j'aimais les machins, comme tous les gamins. Donc, j'adorais ça. T'étais un peu bagarreur quand t'étais petit? J'étais passionné de sport de combat, j'étais passionné de Bruce Lee. T'as grandi avec Rocky et tout? Tous ces trucs-là. Ouais. Et donc, j'adorais jouer avec mes mains, les pieds, les machins à l'école, tout le temps les bagarres avec les copains. Bon, bref. Déjà, j'étais imprimé de ça. C'était dans mon ADN, dans mes gènes. C'est ça. C'est les gènes de seum. C'est quand ça monte à la tête. Non, mais je comprends bien. Et après, bon, je suis rentré. J'ai commencé par la boxe anglaise. C'était pas mal. J'étais bien. J'étais pas mal. J'étais meilleur styliste d'Île-de-France, champion d'Île-de-France chez les jeunes, quoi. Et après, je suis parti en pied-point. Et après, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je crois à 16 ans, il fallait que je travaille. Moi, je suis comme Tom Sawyer, hein. J'aimais pas l'école, j'étais quelqu'un qui voulait tout le temps bouger. J'avais d'ailleurs un prof qui disait à ma mère à chaque fois, faut qu'il fasse un métier manuel, c'est quelqu'un d'hyperactif, il peut pas rester en place. Bon, en gros, je serais pas un bureaucrate ni un homme de... Donc à 16 ans, j'ai travaillé. Je travaillais... alors, c'est très drôle, mais... j'ai commencé à travailler à 16 ans. On n'avait pas le droit de travailler à 16 ans, mais j'ai pris les papiers d'identité de mon frère, de mon grand frère, qui avait 18. Donc je suis parti, il s'appelait Hakim. Et souvent on m'appelait Hakim, et je ne me retournais jamais. Et au bout de 2 mois, je me suis fait griller. Le patron m'a dit non, on ne va pas pouvoir te garder, on sait que c'est pas toi, tu n'as pas 18 ans. Déjà à 16 ans, on me donnait 12 ans. Donc j'ai travaillé 2 mois, mais c'était l'horreur. Je n'ai pas lâché, mais... et j'ai dit non, c'est pas ma vie, ça. Je me voyais pas travailler dans une usine de menuiserie, c'était très dur. Et donc là, j'ai dit voilà, je me suis consacré qu'à la boxe. J'ai dit c'est tout ce que je vais faire, je veux pas faire autre chose. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit je peux devenir champion? C'était quoi le moment? Je l'ai su tout jeune. Je l'ai su tout jeune parce que la différence, je l'ai fait quand on me mettait des boxeurs qui étaient titrés. Et quand je voyais mon niveau et je voyais leur niveau, je me disais, je vais tous les dépasser. Ah ouais? Tu les avais en sparring? En sparring, ouais. Quand je tournais, je mettais les gants avec des champions. Je disais, mais il n'est pas champion d'Europe, il n'est pas champion de France, il n'est pas...
Je voyais mon niveau. Et puis moi, comme j'étais quelqu'un qui avait très faim... Ah ouais, donc en comparant, tu te disais... Ouais, je savais. Et puis j'avais une quand grosse marge Quand je me regarde, j'ai peur, mais quand je me compare, je me rassure, c'est ça? Ouais. Non, mais c'était ça. Donc tu t'es comparé, tu t'es dit, mais moi aussi, je peux faire ça? Ouais. Et puis j'avais boxé une fois, j'ai génial. rencontré, ils avaient organisé un gala à Orly. J'avais boxé un Belge qui s'appelait Cédric Lapeau, qui était classé numéro 11 mondial. Moi, je crois que je venais d'être champion de France. Lui était numéro 11 mondial. J'avais la pression. Je dis, mais il est classé mondialement, je ne suis même pas classé, moi. Et à Orly, avec mon public, qui m'ont soulevé, qui m'ont porté, qui m'ont donné une force de malade, je l'ai battu. Et là, j'ai dit, ça y est, je suis numéro 10 mondial. J'ai pris sa place. Et c'est de là où, après, j'ai dit, allez, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de machin. Je suis monté sur le ring. C'était une partie de badminton, quoi. Donc si on parle de ton track record, là, 250 combats, Ouais. 150 KO, C'est ça. ça en fait du KO quand même. Ouais, j'ai eu beaucoup de... Ouais, j'ai plus de 250 combats. J'ai eu beaucoup de... Bah après, moi, j'étais un petit peu... je suis un peu hors norme parce que moi, je boxais dans toutes les disciplines. Mhm. Je faisais de la boxe française, du kickboxing, full contact, je tournais en anglaise. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir tourner toutes les semaines. Quasiment tous les week-ends, j'étais en compétition. Ouais, t'as un profil atypique en fait. Ouais, alors que... T'es polyglotte de la boxe, toi. Tu parles toutes les langues. Ouais, C'est ça en fait. Ouais, Toi, ouais. c'est cinq disciplines différentes. c'est ça. Donc J'ai j'avais noté réussi. boxe anglaise, boxe française, full contact, kickboxing, muay thai. C'est ça. Et l'avantage... Bon, j'ai pas eu... en fait, dans la boxe, il y a une règle qui dit, quand tu prends un KO, tu dois pas boxer pendant 1 mois. Ah, c'est comme une commotion cérébrale. C'est ça. Tu prends un tarif... Exactement. Donc, mais le problème qu'on a, il y a une faille dans ce dispositif, c'est que si tu prends un exemple, un KO en boxe thaï, et que la semaine prochaine, la semaine d'après, tu boxes en boxe française, il n'y a pas de connexion, ils ne le savent pas. Ah, d'accord. Donc, tu vois, c'était un peu... c'était pas mon cas, mais c'est un exemple que je te donne. Donc, ça veut dire que même tu prends un KO là, tu peux reboxer la semaine d'après. D'accord. Et j'avais cette facilité de pouvoir boxer dans toutes les disciplines. Après, j'avais la discipline où j'ai eu pas mal de sanctions, c'était la boxe française. Ah. Parce que le problème Pourquoi de la boxe française, tous les coups sont codifiés. Donc les coups de pied, les coups de poing, respecter les distances, armer les coups de pied. Qu'en boxe thaï, Ouais, c'est un c'est peu... comme le code civil, hein, c'est Ouais, pareil. voilà. Ouais. Non, c'est très français. Non, mais c'est vrai. D'accord. Et Donc en tu peux boxe pas faire ce thaï- que tu veux, quoi. Voilà, en Mais boxe tout thaï, est rigide par en contre, en France, boxe thaï, on fait ce qu'on veut. D'accord. Projection, saisie... D'accord. on Bon, fait- bah écoute, la boxe française n'est qu'une déclinaison de la législation française, C'est ça. alors c'est tout à fait normal. Très beau sport. D'accord. Et si t'avais une discipline en particulier que t'affectionnes dans toutes les 5 là qu'on vient de se dire? Alors, je les aime toutes, mais la première discipline Celle de cœur, ouais. que je conseillerais, en fait, où il faut démarrer, c'est la... Bon, moi, j'ai démarré... Après, je suis peut-être pas un exemple, hein, mais en tout cas, j'ai démarré par la boxe anglaise D'accord. pour avoir une garde hermétique, pour pouvoir lever les mains, etc. Et après, je suis parti en boxe française. Boxe française, comme je disais, tout est codifié. Le respect des distances, des déplacements, la souplesse, tout est magnifique. Et après, on peut aller se bagarrer, MMA, Voilà. boxe thaï. Là, on va Bon, chercher là, un petit peu... tous les coups sont permis. Là. Voilà, là, il n'y a plus de règles. L'octogone, il n'y a plus Il rien. n'y a là. plus de règles. D'accord. On fait ce qu'on Ok. veut. Et comment tu t'expliques cette polyvalence? Parce que Alors. ça, c'est pas quelque chose... Est-ce qu'en toi, il y avait une curiosité, il y avait... Ben alors, Hormis le fait que tu viens de m'expliquer que d'une discipline à l'autre, il y avait peut-être moins de contrôle et c'était plus souple de passer de l'un à l'autre. De changement de style. Ou comme tu disais, c'est surtout un peut-être challenge. la curiosité. C'est Ouais. surtout des challenges. La curiosité, j'ai dit, dans ma tête, je voulais être le seul Français à être titré dans toutes les disciplines pied-point. Ah, ça, c'était un défi pour Ouais, toi? c'était un défi. Je me suis dit, en boxe française, j'avais fait le tour, je commençais à me lasser un peu, parce que j'étais plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on refait le parcours à l'envers à chaque fois. Parce que quand tu es champion de France, tu fais championnat du monde ou championnat d'Europe, ou tu fais championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Et une fois que tu es champion du monde, tu refais le championnat de France. Donc, tu dois éliminer tout le monde au championnat de France, ou que tu sois numéro 1 en France, pour pouvoir faire l'Europe ou le monde. Et D'accord. à chaque fois, tu refais la boucle. Ah, c'est une boucle. Ouais, ça veut dire que tu es champion du monde, tu peux te retrouver à refaire les championnats de France. Tu vois l'horreur? D'accord. Donc, voilà. Tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Et montrer à chaque fois que tu es le numéro 1. Moi, j'étais le numéro 1 de ma discipline, donc à chaque fois, je revenais. Et le truc qui est un peu chiant, c'est qu'on reboxe des copains à chaque fois.
D'accord. Parce que c'est une famille, la boxe. On est tous là entre nous. On se revoit après dans des soirées, dans des machins. Et bon, de temps en temps, on se taquine un petit peu. Je t'ai tapé 2 fois, je t'ai machin. Mais c'est bon, c'est drôle. C'est comme le football, quoi. Est-ce qu'il y a un boxeur qui t'a particulièrement inspiré? Un style de boxe ou un boxeur en particulier? Non, il n'y a pas de boxeurs qui m'ont inspiré plus Ou que de ça. ta génération, non? Non, pas. Après, Tu connais Oscar De La Hoya? Oui, on les connaît tous. Ah, j'aime bien, lui. Ouais. Après, c'est les champions, c'est boxe anglaise. Ouais. Mais. C'est ta génération, après, je crois. Ouais. Après, tous ces champions-là, ils ont le mérite d'avoir été là. Et c'est des grands champions, de toute façon. Mais eux, ça va au-delà du sport, là. Parce que t'en as, ils sont devenus... ils ont transcendé leur rôle de boxeur, un peu comme toi. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans d'autres domaines. Ils sont devenus des personnages médiatiques. Bon, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Et après, c'est ceux qu'on réussi, entre guillemets, à promouvoir plein de projets qu'ils avaient en tête. Et c'est tout à leur honneur. Hein. De toute façon, c'est beau. Parce que ceux qui arrivent à se servir de leur notoriété pour faire des belles choses, il faut leur tirer le chapeau, c'est tout. Et toi, tu t'es façonné aussi à travers les combats. Est-ce que la boxe, ça t'a appris ce qu'on se disait tout à l'heure, donc la persévérance, le mental, la discipline, la résilience, ça t'a appris tout ça? La boxe, c'est un cadre. Bien sûr qu'il y a plein de valeurs qu'on apprend. Il y a le respect, il y a... tout ça, c'est une culture. Et comme je disais, la boxe, c'est une famille. Ça veut dire que quand on arrive à la salle, il y a une discipline. Tu n'arrives pas avec une casquette en mode c'est la teuf. Tu vois, tu peux pas. Tu te fais jeter tout de suite par l'entraîneur et te dit allez, tu rentres chez toi, c'est bon. Tu crois que c'est le Club Med ici. Et c'est vrai que c'est comme tout. On a un programme à respecter et il y a un objectif à atteindre. Ça veut dire que la condition physique, il faut la travailler. Ouais, le cardio, c'est un truc... Le cardio, ouais, non, mais c'est pour ça que quand on donne un programme à un boxeur ou à un athlète ou à une personne qui doit programmer quelque chose, tu lui donnes un programme. S'il ne la respecte pas, tu le vois, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt physiquement, tu montes sur le ring, t'es étouffé, t'as plus de conditions, c'est qu'il y a un problème. Soit t'as pas fait la course, travaillé le cardio, soit t'as pas... Et ça ment pas. D'où respecter toute la discipline, le programme, certaines valeurs, comme on dit, voilà, si tu peux pas tricher dans le sport. Parce que quoi qu'il arrive, l'addition, tu la payes le jour du combat. Donc si tu as triché... tu le sais, en fait. Ouais, évidemment. Si tu fais pas le travail avant, le jour J, tu le payes. Tu le payes. Donc tu peux de temps en temps... faire des écarts. Ouais, mais il faut vite les rattraper parce que l'addition... Ça pardonne pas. L'addition, quand elle ça arrive... peut se terminer par un chaos, quoi. Exactement. Et au niveau du mental, est-ce que tu avais une préparation particulière ou pas? En fait, le mental, tu le forges à la salle. Tu le forges à la salle avec le sparring, la mise de gants, tu prends des coups, tu tombes, tu te relèves. En fait, la boxe, c'est la vie. C'est une hygiène de vie, comme tous les jours. Tu vois, tu es au boulot, tu te bagarres. Dans tes affaires, tu te bagarres. Dans tes projets, tu te bagarres. Des fois, on te ferme la porte, on te jette, on te rabaisse, on t'humilie. Et cette force mentale, tu la travailles comme ça, en fait. Tu la travailles pas... c'est un muscle, hein. Tu as des coachs, des préparateurs mentaux, tu as des... Ouais, c'est ça. Tout ça, ça existe. Et donc, c'est comme ça que tu te forges, en fait. Après on n'est pas tous faits pareil. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens... moi, je me prends comme exemple. Moi, j'ai besoin de parler, de déconner. Moi, je suis un charrieur, donc j'aime... toi, c'est ta manière moi, je suis de prendre de la hauteur. Voilà. J'ai tous mes copains qui sont là, je vais les chercher à l'entrée. Et donc, on a besoin de se taquiner, de charrier un petit peu. Et c'est ta manière de détendre et de déstresser. On enlève tout. Donc, ça passe par la rigolade. Et t'en as d'autres qui ont besoin de se concentrer, d'être isolés, avec personne, un chapeau sur la tête. On est là, on se concentre. Ouais, ils sont en mode méditatif. Voilà. Et toi, tu as besoin, au contraire, le calme. Le calme. Il faut la tempête, avant la tempête. La tempête après la tempête. Donc toi, c'est ta manière... Oui, mais je pense que ça dépend des tempéraments de chacun. Et ces modes de fonctionnement peuvent être différents, c'est sûr. Et tu boxais quasiment toutes les semaines, à un moment? Ouais. Je faisais un combat par semaine, 2, 3, 4 par mois. C'était...
Mais C'est un rythme soutenu quand même. l'avantage, c'est un rythme soutenu, non, parce que en fait, c'était 5 rounds, D'accord. 5-6 rounds. Donc les week-ends, je m'entraînais toute la semaine. Parfois, c'était des entraînements, c'était pire que les combats. Ça veut dire qu'on disait, qu'est-ce qu'on se disait toujours à la salle, c'est entraînement difficile, combat facile. Ah oui, c'est vrai. Donc souvent, je souffrais à la salle. Le jour du combat, ça durait 3 minutes. Premier round, paf, j'arrivais à mettre KO. Quand c'était comme ça, c'était magnifique. Par contre, il y a eu des combats difficiles qui allaient jusqu'au bout. Tu ressortais, tu avais mal aux jambes, tu avais des bleus. Là, c'est pas c'est pas le bon exemple. Mais quand ça allait vite, c'était magnifique. T'encaissais ton petit chèque. Ouais, c'est ça. T'encaissais pas dans les deux sens, mais... T'avais la gratification, donc c'était une manière aussi de... Non, c'est vrai que c'était... Et c'est comme des matchs de foot. Tu sais, des fois, tu vas faire un match où tu te dis, putain, on n'a pas beaucoup couru, on a gagné, bon, ça a été vite. Et les compètes, c'est comme ça. Mais des fois, c'est beaucoup plus dur et... Des fois, tu souffres, tu comprends rien. Ouais, en fait, c'est pas... Ouais. Et le pire, c'est la géométrie variable. Ouais. Tu vas rencontrer un adversaire... Ouais. C'est comme, je parle de la boxe, mais c'est comme au football. Tu vas rencontrer une équipe, tu vas dire, ils vont se faire taper, machin. Et en fait, des fois, c'est toujours ces combats-là les plus relous. Ça veut dire que tu vas gagner, mais tu vas te dire, purée, je suis tombé contre un brel et j'ai pas réussi à boxer, j'ai gagné. Hein. Ça m'est arrivé plein de fois à boxer des mecs. Je dis, lui, ça va, je connais un petit peu, mais je vais le taper vite fait. Ouais. Et des fois, tu vas jusqu'au bout, tu dis, purée, il m'a fatigué celui-là. Il m'a blessé à la cuisse. Tu sais, des combats de merde. Ouais. Et ça arrive aussi. Ouais, en fait, on peut pas savoir à l'avance en réalité. Non, tu sais jamais. Tu peux avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Parfois, des combats difficiles que j'y suis, ça va se castagner, puis des fois, ça dure, et en fait, ça dure 30 secondes. Tu dis magnifique. Et il y a des combats qu'aucun ring ne prépare, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette affaire explosive qui a bouleversé ta vie et une injustice qui t'a profondément marqué là, ces dernières années? Ouais. À savoir ton combat judiciaire. Ouais. Oh, et la reconstruction qui va avec ça, c'était en 2015, hein, c'est ça? Ouais. Et tu as fait une déclaration, tu as dit « Je suis innocent, on m'a gâché la vie ». C'est vrai. Et là, j'ai vécu, et ça existe malheureusement. D'erreurs judiciaires? Bien sûr qu'il y en a des erreurs judiciaires, il y en a plein. Et après, on m'a mêlé à cette affaire parce que j'étais très ami avec la personne concernée dans mon affaire. Et on m'a surtout... pourquoi aujourd'hui on m'a accusé d'avoir participé? Parce que j'étais très proche de cette personne. D'accord. Donc on était proches, on était amis, mais c'est toujours pareil. On ne vivait pas ensemble, on n'était pas tous les jours ensemble. Et on se fréquentait, certes, mais après, s'il y a des gens qui font des conneries, qu'ils les assument, c'est tout. Donc j'ai toujours clamé mon innocence. Après, on n'est pas responsable des actes de nos amis non plus. C'est ça. Donc c'est pour ça que après la justice a bien fait son travail. J'ai été reconnu non coupable. D'accord. Donc je suis en dossier d'indemnisation, pardon. Et la justice, a reconnu mon innocence. J'ai été déclaré innocent. Ils ont reconnu l'erreur judiciaire en disant qu'il n'a jamais été. Parce que le jour, c'est une histoire d'enlèvement et de séquestration. Le jour de l'enlèvement, je n'étais pas là. J'étais au théâtre du gymnase sur scène. Donc c'était compliqué. Tu m'avais raconté ça. C'était compliqué. Techniquement, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça, heureusement que j'ai pu le prouver, que j'étais pas là, que j'étais sur scène. Heureusement que tu étais sur scène alors. Ouais. Mais on me croyait pas. On me croyait pas. Et puis ça a été déclaré avec, heureusement, le jour du tribunal. C'est-à-dire qu'on l'a dit avant, mais on n'en a pas tenu compte. Mais comment on peut ne pas tenir compte d'un élément Parce que c'est du travail qui a été fait, bâclé. Du travail bâclé, on s'est dit qu'Ider avec Arnaud, ils sont liés, ils sont forcément ensemble. Vous savez l'histoire de il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu t'es retrouvé dans ce genre d'affaire, c'est que tu es forcément coupable. Ça, c'est la facilité, ça. Ouais, c'est clair. Et dans cette affaire, quel a été pour toi le moment le plus dur dans ce que tu as traversé? Alors, le moment le plus dur, c'est quand on vous ferme les portes, parce que, en fait, avant cette affaire, je jouais une pièce de théâtre au théâtre du gymnase. D'accord. Je jouais 3 fois par semaine, jeudi, vendredi, samedi, ou mercredi, jeudi, ou mercredi, vendredi. Bon, il y avait 3 dates par semaine. T'avais un one-man show, ça? Un one-man show. Et donc, j'avais plein de projets qui arrivaient derrière, notamment des films, séries Canal+. J'avais signé plein de contrats. Et le jour où ils sont venus me chercher, tout s'est arrêté. J'avais aussi des projets télé, j'avais signé une série avec Canal. J'avais plein de trucs qui arrivaient.
Et le jour où il y a eu l'annonce du procès, l'arrestation, etc., sur cette affaire, tout a été bloqué. On m'a fermé les portes partout. On attend. Après, quand tu reviens, tu dis oui, mais c'est toujours en jugement. Et puis le jour du jugement, où tu reviens en leur disant voilà, j'ai été innocenté, j'ai été reconnu non coupable, ils ont reconnu l'erreur judiciaire, ils vont m'indemniser, machin. Ouais. Et après, on te dit oui, bon, on vous rappellera. S'il y a d'autres projets, on en discute. Voilà. Ouais, parce que le mal est fait, en fait. Voilà, après, une fois que le mal est fait, l'étiquette, elle est là. Mais je suis pas le seul. Hein. Il y a plein comme ça de gens connus, d'artistes qui ont eu des problèmes Des avec la déboires justice. judiciaires. Voilà, exactement. Et qu'on met de côté. Bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué à travers cette expérience? Est-ce que c'est l'injustice que t'as éprouvée? C'est surtout ça, bien sûr. Le passage en prison? Parce que ça, c'est aussi une épreuve. Parce que toi, t'es pas Sarkozy, t'es pas sorti en 10 jours. 10 jours ou 20 jours, je sais plus son stage, là, combien de temps ça a duré. Mais la prison, l'image publique, ou même de t'être senti trahi, etc. Ouais, après c'est difficile parce que quand on est incarcéré, bon, j'ai pas fait non plus, j'ai fait 6 mois, 7 mois. Quand on est incarcéré et qu'on clame son innocence, surtout en prison, tout le monde vous dit, mais on est tous innocents ici. Ah oui, bah et donc à un moment, tu te dis, est-ce que je suis coupable? Les prisons sont pleines d'innocents. Que ça. Quand tu leur racontes ton histoire, tu dis, mais moi aussi, j'avais rien à voir. Je me suis retrouvé dans une affaire où vraiment, mais moi, je leur explique, mais j'ai vraiment rien à voir. C'est ça le pire. Et on te dit, mais nous aussi, on n'a rien à voir. Et après, tu te dis, bon, ok, alors on a tous rien à voir. On est tous, que des fous. Que des innocents. Dis, bon, on est tous innocents dans cette affaire. Okay. Bon, après, voilà, après, tu essaies de la prendre à la rigolade. Tu sais, tu prends, comme on dit, ton mal en patience. Mais ça a dû être dur, quand même. Ouais, non, humainement, etc. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est une perte de temps. Et la privation de liberté. C'est surtout ça, voilà. Mon corps, moi, j'étais un petit peu... Je faisais partie des privilégiés parce que je faisais du sport tous les jours. J'avais quelques facilités. Voilà, quand on est un peu connu, les matons, les machins... on a des petits passe-droits. Voilà, il y a les passe-droits. On a des douches tous les jours. On fait de la promenade tous les jours. On fait du sport tous les jours. Donc, voilà, il y a tous ces petits trucs. Donc, tu l'as quand même pas trop mal vécu. Voilà, j'avais un statut d'athlète de haut niveau. Donc, c'était facile. Tous les jours, on me mettait au sport. D'accord. Mais comme on dit, quand on te prive de ta liberté, la promiscuité, tout est difficile en fait. Ah, psychologiquement, c'est compliqué. Ouais, surtout la famille, les enfants. Donc voilà, après on a un soutien familial, on a tout ça, mais c'est pas suffisant. Après, on peut dire ce qu'on veut. Hein. La prison, quand t'as pas de liberté, t'as pas de liberté. Et qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent par rapport à ça aujourd'hui? C'est que personne n'est à l'abri. C'est horrible. Hein. C'est dur à dire. On se dit même les hommes politiques aujourd'hui vont en prison. Ça veut dire Ancien président de la République même. Ouais, tu vois, on peut se dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, la prison, c'est à la portée de tout le monde. Ça veut dire que demain... Ouais, c'est pas comme Monopoly, passer par la case prison. Ouais, voilà, exactement. Ça peut vraiment être réel. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que demain, on peut être la personne la plus droite du monde. On est sous stupéfiant, on a fumé un joint, on écrase quelqu'un, on va en prison. Mais imagine l'horreur. Ouais, c'est un basculement. C'est pas à moi de juger, hein, mais... Ouais, mais c'est vrai que ça doit être horrible parce que le basculement entre ta vie de confort, etc., surtout si tu vois, t'es habitué à avoir certains privilèges, etc., et que tu bascules dans une cellule de 9 mètres carrés... sans douche. Sans douche, ouais. C'est compliqué, quoi. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prison, c'est à portée de tout le monde. On peut y aller. On peut être avocat, on peut aller en prison. On peut être flic, on peut aller en prison. On peut être... personne n'est à l'abri d'avoir un destin qui bascule comme ça. Du jour au lendemain, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui jettent la pierre, attention, un jour, vous pouvez la prendre. Oui. Tu penses qu'il y a des gens qui jugent un peu trop vite là-dessus? Il y en a beaucoup, Et qui, peut-être, s'imaginent même pas qu'un jour, ça peut leur arriver. Et ça va tellement vite. Bah, le karma, surtout, ça va très vite. Hein. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, mais définitivement ta manière de regarder... Alors, ce qui a changé, c'est que, en fait, bon, j'ai toujours été quelqu'un d'assez simple, mais je me disais, surtout moi qui intervenais, je faisais des interventions à l'époque en prison, pour donner des cours de boxe, des petits stages comme ça sur 2-3 jours. J'en ai fait plein, j'ai fait des centrales et tout. Ouais. Et je suis intervenu pas mal de fois dans les prisons, je me disais... ça doit être dur quand même. Et une fois que j'étais dans la prison, j'étais à leur place. Après, c'est pas que c'est dur. Après, faut avoir moi, j'ai un mental. Ça veut dire qu'on s'adapte toujours. On s'adapte, on arrive à... Voilà, on fait face à n'importe quelle épreuve.
Je me dis n'importe quelle épreuve, si on est là, on va la surmonter, on va se bagarrer, on va y arriver. De toute façon, on n'est pas... c'est toujours les plus faibles qui lâchent. Moi, je fais partie des meilleurs combattants, donc je ne lâcherai pas. Et on fait avec. Et je vous dis, l'avantage, Et c'est... il y a une acceptation aussi des choses, je pense. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je pense que ceux qui souffrent le plus des réalités, des drames et autres, c'est ceux qui refusent. Tu sais, qui sont dans le déni. Oui, qui sont dans le déni, qui n'acceptent pas la réalité telle qu'elle est. Et du coup, ils combattent la réalité, tu vois. Ils fuient la réalité. Ouais. Donc, à travers plein de choses, parce qu'il y a plein de manières de fuir le réel, tu vois. Mais je pense que la qualité des personnes résilientes, c'est qu'elles acceptent les choses déjà. Ouais, parce qu'en même temps, on n'a pas le choix. Exactement. C'est surtout ça. C'est que si on pouvait ne pas l'accepter, on le ferait, mais quand tu n'as pas le choix... Déjà, tu as la sagesse d'être dans l'acceptation des événements et d'accepter cette réalité. Et après, tu t'adaptes aussi par rapport à ça. Non, c'est sûr. Mais toi, tu es particulièrement résilient, c'est sûr, parce que... Ouais. C'est la boxe qui t'a appris. Ouais, ça fait partie d'une rigueur, d'une discipline. Mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est comme je pars demain faire un fractionné piste qui est très dur, parce que ça pompe beaucoup d'énergie. C'est dur d'aller courir ou de faire les escaliers. Là, tu prends les escaliers de Montmartre, vous les allers-retours, tu redescends, tu dis oh non, encore de la torture. T'as pas envie d'y aller, mais t'as pas le choix, parce que c'est pour ton bien. Là, c'est pour ton bien. Mais quand tu vas en prison, le juge te dit je demande votre incarcération. Tu vas en prison. Tu vas lui dire quoi? Non, j'y vais pas. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et là, c'est pareil. Je vous dis, quand il y a 200, 300 marches ou toute la Tour Eiffel à monter à pied, c'est pour ton bien, t'as pas le choix. Si tu veux être champion, et on y va. Voilà. Même si c'est dur, tu souffres, tu l'acceptes. Et la souffrance, parfois, elle frappe au cœur. Bien sûr. De manière très violente, puisque toi, t'as vécu un drame familial. Ah ouais. T'as perdu ton petit frère dans des conditions horribles. Comment tu as vécu cette perte? C'est une perte, c'est destructeur, surtout pour la maman. Parce que nous, on est des mecs. Comme on dit, on apprend à vivre avec la douleur. Comme n'importe quelle douleur ou n'importe quelle souffrance sur cette planète, on apprend à vivre avec, même si c'est dur. C'est comme ça. Et il n'y a que le temps qui soigne. Il n'y a que le temps qui règle les choses. Et il n'y a que le temps qui nous apporte la solution. C'est tout. Et on vit avec, et je crois que je ne suis pas le seul sur cette planète à avoir des chagrins, on est combien? On est 7 milliards, 8 milliards peut-être, 7, 8, c'est ça, je ne sais plus. Mais imagine qu'est-ce qu'on est, nous. Aujourd'hui, on a de la chance d'être ensemble tous les deux sur un plateau, on fait un podcast, on parle de plein de choses, on refait le monde. Exactement. Et t'en as d'autres qui sont en souffrance, qui ont perdu des choses. J'essaie pas de relativiser, mais de se dire, voilà... On fait partie de ceux qui ont de la chance. Voilà. Donc la vie est belle, ça continue, tout est... Comme on dit, le bon Dieu enlève des gens de ta vie, t'en remet des nouvelles, et ainsi de suite. Est-ce que cette épreuve, elle a changé ta manière d'être? Ou ta vision de certaines choses? De prioriser certaines choses de la vie ou pas? Elle n'a pas changé, mais en fait, on se remet tout le temps en question. La vie, c'est... On se ressasse tout le temps les mêmes choses. Comme je te disais, on vit avec plein de choses. On vit dans notre tête avec des bonnes choses, des mauvaises choses, des choses qu'on n'a pas le choix d'encaisser. Parce que c'est la vie qui est comme ça. Des fois, c'est des cadeaux, des fois, c'est des poisons. Mais on les accepte parce que ça fait partie de la vie. Et c'est la vie qui nous donne. Quand elle nous donne des belles choses, on les accepte. Quand elle nous en donne des moins bien, on vit avec. Même si ça nous élève pas, même si ça nous fait pas plaisir, c'est comme ça. Il y a d'autres bonheurs qui arrivent. Tu sais, après la tempête, il y a le... Et après, je pense que... Je sais pas si tu connais cet art japonais, là, le kintsugi. Ouais. Où, en fait, le principe, c'est de réparer des céramiques avec de l'or. C'est-à-dire qu'on n'efface pas ce qui a été cassé. Mais l'idée, c'est pas de le cacher, mais c'est de le sublimer. Est-ce que toi, tu penses que tes fragilités, elles peuvent clairement devenir tes forces? Ta fragilité peut devenir une force? Je pense que...
on cache la fragilité avec, soit avec le bonheur, ou soit on essaye de mettre des paillettes pour masquer. C'est un peu cette histoire-là. Ça Tout peut ce qui est sublimer les fragile, blessures. voilà. Je pense qu'on essaye de... Mais tu te reconnais dans cette philosophie? Ouais, un petit peu. Parce que tous les moments difficiles, même si on les a, ils sont en nous. Parce que c'est comme ça. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ta vie. C'est l'ADN, ils sont dedans maintenant, ils sont dans ton corps. Tout ce que tu as vécu, les bons, c'est les imprimé moments. Voilà. dans ton ADN. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les atténuer? Il faut mettre un petit peu d'or. Ouais, c'est vrai. Et quand on met des belles choses, il faut transformer voilà. le plomb en or, quoi. Voilà. Et le bonheur surtout. Tu vois, de s'entourer des bonnes personnes, c'est important. Bonheur, voilà, j'ai mon fils avec qui je suis tout souvent, beaucoup, et j'essaie de le rendre heureux. Et quand il est heureux, je suis heureux. Et puis, je suis comme ça avec tous les gens de mon entourage. Tous ceux qui me rendent heureux, je les rends heureux. Donc toi, tu dirais que tu es devenu plus fort aux endroits où tu as été brisé? C'est ça. Plus fort, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas meilleur. Je suis devenu meilleur. Ça veut dire que, tu sais, je suis quelqu'un qui, quand tu me rends un petit peu heureux, je peux te rendre 10 fois plus heureux. Tu vois, si tu me fais un peu de bien, je te fais 10 fois plus de bien. C'est un très bon investissement, alors. Je ne sais pas si je fais un bon investissement, mais en tout cas, voilà. En tout cas, tu démultiplies le capital bonheur, toujours. Toi. Donc, tu es une très bonne action du bonheur. Donne-moi 100, je te donne 1000. T'es mieux que le CAC 40, toi. Ah ouais, t'es sûr, c'est le malheur sûr. Toi, tu ne perdras jamais. Et après les combats, viennent une nouvelle scène pour toi. Celle des écrans, celle de la scène, etc. Parce que t'as un personnage lumineux. C'est gentil. Parce que bon, le ring, c'est... C'est toi qui dis ça ou... Oui. D'accord, merci. Et c'est concrètement, le cheveu gris qui fait cet effet, non, qui illumine. Mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour ta chevelure argentée. Je trouve ça très classe. Merci. Et donc le ring, en fait, c'est déjà une première scène, concrètement. Alors le ring, je sais pas, c'est une première scène, mais en fait, j'ai découvert en 2012, 2013, j'ai fait le Festival d'Avignon. Alors j'ai eu un coup de folie, et tu sais que je suis un challenger, moi. J'aime les défis, j'aime les combats, C'était quand, tu dis ? 2012, je crois. D'accord. Je suis parti au Festival d'Avignon. Pendant un mois, j'ai tourné là-bas et j'ai rodé mon spectacle. Okay. Je travaillais avec un auteur qui s'appelle Kakoumbe, c'est un copain Kak. Et pareil, un défi. J'ai dit le ring, le public, la scène, le public. J'ai dit, je pense que c'est compatible. Ouais. Et comme je suis un mec qui aime bien charrier, je suis un déconneur, j'ai dit, tiens, je vais parler un peu de mon expérience. J'ai fait La Ferme Célébrité en 2010. Ah oui, c'est vrai. Après La Ferme Célébrité, j'ai dit, tiens... Donc ça s'est enchaîné avec ça. Ça s'est enchaîné avec un livre avant. Parce que t'as plusieurs expériences artistiques, dont celle d'avoir joué dans Astérix. Astérix, ouais. J'ai joué, c'était avant ça, je crois que c'était en 2004 ou 2005. D'accord. C'était ta première expérience cinématographique, ça ? C'est vrai. C'est là que tu as rencontré Depardieu ? Ouais, Gérard, on s'est connus en 2004-2005. On s'est connus à Alicante. D'accord. Sur le tournage, on est restés 2 ou 3 mois ensemble. Et voilà, c'est là où les affinités se font. D'accord. Et après, j'ai continué ma carrière sportive de boxeur. Et après, le cinéma. Et après, j'ai arrêté la boxe en 2011-2012. D'accord. J'ai fait La Ferme Célébrité en 2010. Et après, j'ai écrit un bouquin, un livre qui s'appelle Les Rounds de ma vie, aux éditions Flammarion, en 2010, je crois, ou 11. Et après... je suis parti, j'ai préparé mon spectacle, l'écriture de mon spectacle, et je suis parti au Festival d'Avignon. Et ça racontait quoi, ce spectacle ? Tu retraces ta vie ? Ouais, je retrace un petit peu. C'était une petite biographie. Je parlais de La Ferme Célébrité, je parlais des... Ah, ton expérience ? Ouais, toute mon expérience. Je parlais de la boxe, plein de sujets intéressants. J'avais une chef, d'ailleurs, qui me suivait sur scène, Biquette. Ah oui, la chef de Monsieur Seguin. Et elle faisait partie du spectacle. Ah ouais, carrément. Je te jure, un gros succès. Et à la fin, comme j'étais toujours... c'est un spectacle très interactif, je jouais avec le public. D'accord. Beaucoup d'impro, c'est bien. Et à la fin, j'offrais un cours de boxe sur scène à celui que j'avais le plus charrié dans la soirée. Ouais, bon, très interactif et plutôt impro. Donc, c'était, mais t'as pris des cours ou pas ? Non. T'as pas pris de cours de théâtre ? Non, j'ai pas pris de cours de théâtre. Non, tout était sur scène, c'était inné. Non, toi, tu penses que c'est une personnalité d'être sur scène ?
En fait, Soit tu l'as, soit tu l'as pas. ouais, je pense que moi, je suis pas. En fait, je suis timide dans la vie, Ah ouais. mais dès qu'on me donne un micro, je crois que ça y est, je suis désinhibé. Il y a plus de, C'est vrai. il y a plus de hashma, il y a plus de honte, Ah d'accord. il y a plus de. Et, Toi, il faut allumer un micro et la lumière, et c'est parti. ouais, et c'est parti, mon kiki. C'est vrai. Yallah, on y va. Non, après et après sur scène. Après, en fait, c'est pas le public qui me faisait peur parce que quand je boxais, il y avait toujours des salles pleines. On prend le micro, on remercie un peu tout le monde. Et bon, après sur scène, c'est différent, mais après c'est un travail. Je pense que c'est un travail. Et comme moi, je suis quelqu'un de très, il faut qui a de la s'entraîner rigueur. aussi. Et bien sûr, il faut travailler. C'est des heures et des heures de travail. T'es pas comme ça, t'arrives pas comme ça sur scène parce que tu peux oublier ton texte. Il faut improviser. Il faut essayer. Et puis c'est arrivé. Hein. Et d'ailleurs, il faut rebondir après derrière. Donc, et puis le public, c'est pas un public très lisse. On a toujours des fous sur scène, dans le public. Ouais. Un qui va te lancer une vanne, l'autre qui va... Parce que c'est le spectacle de sa mère, il vient, il intervient, il se lève, l'autre il se lève, attends, je vais aux toilettes. Non, tu rencontres de tout sur scène. C'est vrai que le public aujourd'hui, c'est plus ce que c'était en plus. Hein. À l'époque, c'était discipliné. Oui, voilà. Tu dis, tiens, je vais au théâtre. Maintenant, ils sont en roue libre un peu, les gens. Ils viennent, ils veulent jouer avec toi sur scène. Ouais, c'est ça. Non, mais limite, ils veulent que toi, tu descendes et que soit de là que je m'y mette. Ouais. Hein. Donc, est-ce que... Ouais, c'est concrètement une autre manière de t'exprimer. Ouais. Mais c'est une expérience. C'était à vivre. J'avais envie de le vivre. Et franchement, c'est ma vie. Voilà ce que j'ai envie. J'essaye de faire toujours ce que j'ai envie. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est le cinéma. Tu te refuses pas Aucune d'expérience chose. particulière. La prochaine étape, on fera un film sur ma vie. J'essaie de le monter depuis un moment, mais la prochaine fois... J'espère que j'aurai un rôle. Hein. Tu auras un rôle de... J'espère que j'aurai un rôle de flic. On m'a dit que je serais incroyable dans un rôle de flic. Écoute, donc j'espère que je vais pouvoir assouvir ce rêve. Bien sûr. Tout est possible. D'accord, ok. Inspecteur So What. Why not? Pourquoi pas? Et quand on a survécu à autant de vies que toi, t'es comme les chats, t'as plusieurs vies. Bon, je pense qu'on n'a qu'une vie, mais... Ouais. Mais toi, t'en as vécu plusieurs en une seule. Peut-être. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est un peu dans l'âge où on réfléchit à la transmission, à ce qu'on veut laisser derrière soi? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Un peu ton héritage. Quel rôle tu veux jouer dans la transmission et par rapport aux nouvelles générations, etc. Est-ce que tu te sens concerné? On se sent toujours concerné par ce qui va suivre, mais en vrai... Parce que toi, tu as une salle de boxe, hein, tu vois des jeunes... Je m'entraîne dans plusieurs salles. En fait, je tourne dans plusieurs salles de boxe. Et c'est vrai que, en fait, on n'invente rien. Parce que la nouvelle génération, nous, on en faisait partie avant. C'est ce que disaient nos anciens. Ils disaient, tiens, la nouvelle génération qui arrive. Et en fait, c'est perpétuel. La transmission, elle se fait sur le fait de regarder un petit peu la trace des anciens. Nous, on s'est inspiré peut-être des anciens. Tiens, lui, il s'entraîne comme ça, il travaille ça. Ah, tiens, il passe ce message. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais en tout cas, ceux d'avant nous, ou les prochains, c'est ce qu'ils feront. Ils suivront le chemin des anciens. Avec une pointe ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais donc plus personnel. Voilà. Mais les techniques restent les mêmes. C'est toujours pareil. La manière d'apprendre. On n'invente rien. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir champion, qui veut devenir un fight leader? Comment tu lui dirais quoi? Alors, pour un jeune qui Ça doit arriver souvent, ça, des jeunes qui te demandent, mais comment t'as fait? Franchement, il n'y a pas de secret. En fait, il n'y a pas de secret. Il y a peut-être un secret. Le secret de la réussite, c'est l'assiduité et en faire plus que les autres. Ah ouais. Ça veut dire que faut pas compter tes heures, quoi. Ouais, faut y aller. C'est comme tout. Et donc, le volume d'heures? Beaucoup. La pratique? C'est comme les études. Les études, si tu passes ta journée à étudier dans les bibliothèques, à un moment, ça va payer. Le savoir, il est multiplié. On devient forgeron. Attends, c'est quoi? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Aujourd'hui, je suis moins... Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement, voilà. C'est ça, ce proverbe, il est tellement vrai. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais pour devenir forgeron, un bon forgeron, parce qu'en forgeant, on devient forgeron, mais il faut en faire plus que les autres. C'est ça. Et Ronaldo, apparemment, c'est le premier arrivé à l'entraînement, c'est le dernier. Hein. Ouais, il a toujours fait ça, apparemment.
Donc c'est la répétition et le fait de L'assiduité, persévérer. Il faut être sérieux, il faut en faire plus que les autres. Et on vous dira toujours, c'est trop, tu en fais trop, repose-toi. Il n'y a pas de repos. C'est faux, c'est des bêtises. Mhm. Pour être meilleur, il faut en faire plus que les autres, c'est tout. Il n'y a pas de secret. C'est pas t'en fais trop, tu vas être en. C'est le corps qui décide. Quand le corps te réclame, donne-lui. Quand le corps est fatigué, repose-le. Le secret il est Mais là. tu sais qu'il y en a, ils s'écoutent pas. Hein. Moi, j'ai beaucoup de sportifs autour de moi et ils ont la fâcheuse tendance à en faire beaucoup, à faire un volume énorme. Et au moment où ils en font trop, en fait, c'est le corps qui, par une blessure, une douleur ou quelque chose, dit bon là, faut se calmer. Mais tant qu'ils n'ont pas cette alerte-là, ils s'arrêtent pas. Bah après, Et du coup, ça peut avoir des conséquences parce qu'ils négligent la récup. ouais, après tu retardes le processus, mais Ouais. le problème il est même pas là, c'est qu'il y a des règles à respecter. Mhm. Le temps de travail, le temps de récup, le temps de repos. En fait, tu as des cycles, il faut respecter les cycles. Bien sûr, tu peux pas faire du 7/7. Le corps, à un moment, faut le C'est reposer. pas une machine, ouais. Mais tu travailles 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine, il faut Ouais. toujours se donner une journée de repos pour récupérer. Et t'en as, non, ceux qui te font du 7/7. Mais tu récupères quand? On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. C'est ça. Après, quand c'est du light, du léger, le 7e jour, ok, mais tu peux pas être à 200% 7/7. Le corps, il suit pas. Et au niveau de ton actualité et de tes projets à venir sur 2026, ça s'annonce riche en termes de projets. Oui, je t'ai déjà dit. Film, spectacle, télé. C'est ça. Surtout, je pense que ce sera un film. Bon, attention, il faut que j'ai un rôle. Hein. Ouais, C'est qui le réalisateur que je l'appelle là pour... c'est Spielberg. Appelle-le. Il est à Alger celui-là, c'est un Spielberg algérien, j'en suis sûre. Non, on a un beau projet. Je reviendrai pour en reparler. Ouais. Et, Ah bah j'espère. ouais. Et après, en fait, comme j'ai plein de choses, je fais beaucoup de choses, le théâtre viendra après. Je me remettrai au théâtre. Mais le théâtre, c'est exigeant. Ouais. J'ai commencé à écrire avec un auteur, un copain, Ouais. et j'ai levé le pied. C'est moi qui ai levé le pied alors qu'on me sollicite beaucoup dans une salle parisienne, D'accord. au République d'ailleurs. C'est des copains Ok. qui jouent là-bas. Et Samy, là, le copain, le comte de Boudherbala, D'accord. qui me dit viens jouer chez moi, viens jouer chez moi. Et c'est vrai qu'il faut que je trouve le temps d'écrire et de... Le comte de Boudherbala, faut que je Ouais. l'appelle aussi lui. Très gentil, Samy. Je l'aime bien. Ouais. Très intelligent. On lui fait un big up s'il On regarde l'embrasse, le on embrasse podcast, notre on sait Samy. C'est le jamais. meilleur. Mm. Et aujourd'hui, ton objectif, c'est plus de prouver, mais de construire ou de laisser un héritage derrière toi? En T'as fait, plus rien à prouver? je suis pas dans le justificatif où me dire voilà, j'ai fait ça, faut que je fasse ça, faut que je laisse ça. Aujourd'hui, je suis dans le kiff total. Ça veut dire que je te jure, je fais ce que j'aime. Je fais ma vie, je fais kiffer mes proches, ceux que j'aime, qui m'aiment, et voilà. Je suis pas Ouais, dans tu te mets plus de pression. C'est fini, j'ai plus la force. Quand on est jeune, on a envie de se prouver, Aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver. Ouais, t'es libéré de tout ça. Ouais, la vie elle est courte, faut kiffer, faut pas. Non, parce que le problème, c'est que t'as des gens, ils prennent la vie très au sérieux. Alors qu'ils n'ont pas compris que du jour au lendemain, on peut leur annoncer une dinguerie et, C'est tellement vrai. et que le temps est compté après. Ouais, j'ai tellement de copains qui sont atteints de maladies, qui Voilà. étaient imbus, et aujourd'hui, regarde. Ils sont rattrapés tôt Ouais, ou tard tous. par la grosse faucheuse, là. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester humble, gentil, la tête sur les épaules, et puis. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast, Ouais. pour ce petit rappel à tout le monde. La vie est une chose qu'il ne faut pas forcément prendre au sérieux. C'est vrai. Enfin, être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Ouais, bien sûr qu'il faut être sérieux, mais bon, c'est comme ça. On fait tous des erreurs. C'est la Ouais. vie qui est comme ça. On est que des humains. La vie Ouais. est un éternel C'est apprentissage. vrai. On en apprend tous les jours, et puis des bêtises, on en fait tous les jours. Ah. Qui n'en fait pas? Bah oui, c'est ça. Et si tu devais t'adresser à quelqu'un qui traverse une période difficile, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ou lui En fait, recommander? je peux pas. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'après la tempête, il y a le beau temps. Ça veut dire que ça ne dure pas. Tu sais, dans la vie, C'est des cycles? on est tous passés par là. Il y a des périodes où on était à terre, c'est-à-dire qu'on touchait le fond, on est mort, et puis on remonte. Et puis la vie, elle est comme ça, c'est des cycles.
C'est-à-dire que le soleil, à un moment, il va briller pour toi. Ton moment de bonheur, il faut y croire, tu vas l'avoir. On a tous le droit au bonheur. On a tous des moments de bonheur et des moments où ça va moins bien. C'est comme ça la vie. C'est cyclique. Et c'est valable pour tout le monde. Ouais. Et c'est dans tout. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Et ce qu'il faut, c'est accepter tout. Il faut tout accepter. Tout ce qui vient est le bienvenu, en bien ou en mauvais. Mhm. Et ça, c'est important, je te jure. C'est la vie qui est comme ça. Et quand tu as compris ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que tout ce qui vient est le bienvenu, en mal ou en bien. Il faut l'accepter. Il faut toujours tout accepter. Après, si on ne l'accepte pas, tu vas pas être bien. Et si tu l'acceptes, le mal, tu le vis. Tu le transcendes, ouais. Voilà. Et si tu avais une question à me poser à moi, tu me poserais quoi comme question? Je te dirais, il date de quand ton brushing? Non, non. Il est tout frais, là, ça se voit pas. Je déconne. Bon, merci. Alors, si j'avais une question à te poser... Quand est-ce que je deviens égérie L'Oréal? Grâce à mon brushing, je vais peut-être m'ouvrir des portes. Hein. Parce que je le vaux bien. Non, en tout alors, cas, vas-y. merci. Moi, franchement, j'ai pas de questions parce que c'est pas mon métier. Non. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire que... Toi, tu n'as que des réponses, toi. Ouais. Non, juste te dire, tu es très professionnel. Bravo pour ce que tu fais, je te jure, et c'est sincère. Toi aussi, je pense que tu te lances dans cette aventure du podcast. Cette aventure des podcasts. Et ça te va bien. Et en tout cas, si tu prends du plaisir, nous aussi, on prend du plaisir. Bah, écoute, parce que tu le charmant, dégages. C'est gentil. Et on voit que tu aimes bien ce que tu fais. C'est vrai? Ah oui. Bon, bah écoute, c'est gentil. Merci pour ces encouragements. On est aussi là pour ça. Et merci de m'avoir invité. Bah écoute, voilà. Écoute, on va se rafraîchir. On va trinquer. Donc, en conclusion, oui. Puisque tu as bien compris que j'allais pas pouvoir te séquestrer encore longtemps. C'est ça, je crois qu'on C'est un vilain jeu de mots par rapport à notre affaire. Surtout que moi, apparemment, je n'invite pas les gens, je les convoque. C'est ça. Hein, c'est ça que tu m'as subtilement fait comprendre tout à l'heure. Donc ici, vous n'êtes pas invité, vous êtes convoqué chez Sony So What. Madame la juge. Madame la juge. Moi, je vais avoir un personnage judiciaire dans ton film, c'est sûr. Alors, bon, pour être un peu plus sérieuse, derrière le champion, il y a un personnage complexe, intense et particulièrement résilient. Merci Farid pour ta sincérité, ta spontanéité et ta générosité. Ton parcours particulièrement inspirant va donner, je pense, de belles idées à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Que tout est possible, que la volonté, c'est un vrai moteur et que la persévérance, c'est vraiment une clé de réussite. C'est ça. En tout cas, merci. Je t'ai ouvert mon petit cœur. Oui. Je t'ai dit tout ce que j'avais. Et, oui. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Parce que je sais que tu es très pudique dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je dis pas toujours tout. Non, mais bon, je pense qu'avec moi, tu t'es assez... ouvert. Tu t'es ouvert en profondeur sur ta vie, ton histoire et ton parcours. Donc, merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Et je te dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Salut. Est-ce que tu peux mettre la musique de Pink So What, s'il te plaît? Bien sûr. Ça me fait un petit générique. Je te le mettrai. Bon, qui sera le prochain invité de Sony So What?